Imaginez-vous au bureau des inscriptions de votre université, prête à payer les derniers frais de scolarité qui assurent votre avenir, pour vous entendre dire que votre compte entièrement approvisionné est vide. Je me tenais là, serrant une toque de diplômé qui me semblait soudain être une blague cruelle. 1 heure plus tard, mon père était assis au premier rang de l'auditorium, applaudissant les enfants des autres, me regardant dans les yeux avec une fierté totalement creuse. Il a passé 20 ans à m'apprendre que les chiffres ne mentent jamais. Mais il avait oublié qu'il avait élevé une auditrice. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas confronté devant la foule en liesse. Je suis juste rentré chez moi, je me suis assise par terre et j'ai sorti le seul dossier numérique qu'il pensait être resté enterré dans les archives familiales. La piste d'audit. Cette simple piste de miettes de pain ne montrait pas seulement où étaient passés mes frais de scolarité. Elle m'a mené directement à une modeste maison de banlieue à 3 villes de là, où une femme que je n'avais jamais rencontrée élevait 2 enfants avec mon héritage volé. Je m'appelle Harper Vance et jusqu'à il y a 3 mois, je vivais à Charlotte, en Caroline du Nord, croyant que ma famille était l'étalon hors de l'intégrité financière. Mon père, Alistice Vance, n'était pas seulement un homme d'affaires prospère. Il était un pilier de la communauté, un homme qui avait bâti un empire local sur la promesse de la transparence. Il me faisait asseoir chaque dimanche soir dans son bureau lambrissé d'acajou, me montrant des feuilles de calcul et m'expliquant le fonds d'éducation Vance. C'était censé être mon filet de sécurité, financé par la succession de mon défunt grand-père et des années d'épargne disciplinée d'Alistair. Il s'assurait que je comprenne le poids de cette responsabilité. J'ai travaillé pendant toutes les vacances d'été, j'ai accepté des stages à haute pression et j'ai vécu dans un studio exigu juste pour prouver que j'étais digne de l'héritage qu'il était censé protéger pour moi. Ma mère, Lydia, était le soutien silencieux, ne remettant jamais en question les classeurs verrouillés ou les appels de consultation tard le soir qu'Alistice prétendait être pour l'expansion de l'entreprise. Nous étions la parfaite histoire de réussite américaine jusqu'à ce que les chiffres cessent finalement de concorder. La notification de paiement refusée au bureau des inscriptions n'était pas seulement un problème technique. C'était la première fissure dans un barrage qui retenait 15 ans de mensonges calculés. J'ai alors réalisé que mon père n'avait pas investi dans mon avenir. Il avait subventionné une seconde vie dont je n'étais pas censé connaître l'existence. Avant que je vous emmène sur la piste d'investigation qui a démantelé sa double vie, veuillez prendre un moment pour cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela aide vraiment ces histoires à atteindre d'autres personnes qui pourraient traverser quelque chose de similaire. Et j'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. D'où écoutez-vous aujourd'hui et quel est l'heure locale où vous êtes? Je lis chacun de vos commentaires et votre soutien compte énormément pour moi. Maintenant, revenons au jour où le grand livre a cessé d'avoir du sens et où la vérité a commencé à éclater. Grandir dans la maison des Vance signifiait vivre selon un code. À Charlotte, le nom Vance n'était pas seulement une étiquette sur notre boîte aux lettres. C'était une marque associée à la fiabilité. Mon père, Alistice, s'est assuré que je le comprenne dès que j'ai été assez grande pour compter. Chaque dimanche soir, pendant que d'autres enfants regardaient des dessins animés ou jouaient dans leur jardin, j'étais convoqué dans son bureau lambrissé d'acajou. La pièce sentait toujours le cuir cher et les vieux livres, une odeur que j'associais autrefois à la sécurité et à la sagesse. Il me faisait asseoir dans le fauteuil en cuir surdimensionné en face de son bureau, étalait ses grands livres hebdomadaires et me traitait comme une partenaire junior dans une entreprise à hauts enjeux. « Regarde ici, Harper, disait-il, pointant un stylo à capuchon doré sur une colonne de chiffres. L'argent est un langage. Si tu apprends à le parler, tu ne seras jamais impuissante. Et souviens-toi, les chiffres sont les seules choses en ce monde qui ne peuvent pas te trahir. Les gens ont des motifs. Les feuilles de calcul n'ont que des faits. Je le croyais. Je me raccrochais à chacune de ses paroles comme si c'était l'évangile. Il m'a appris la différence entre un actif et un passif avant même que je sache conduire. Il m'a fait me sentir spécial, comme si nous faisions partie d'un club d'élite où la transparence était le droit d'entrée. C'était le fondement du fonds d'éducation Vance. Il me montrait les contributions mensuelles qu'il était censé verser sur un compte à mon nom. Il me disait que c'était l'héritage de mon grand-père, un fonds sacré destiné à garantir que je n'aurais jamais à compromettre mon intégrité pour un salaire. Ma mère, Lydia, était l'architecte silencieuse de cette illusion. Elle était le cœur de notre maison, toujours occupée dans son jardin ou à organiser des galas de charité pour le Conseil des arts locales. Elle adorait Alistice. Elle le regardait avec un niveau de dévotion qui faisait que toute forme de questionnement ressemblait à une trahison. Pour elle,
Alististe était le roc. Il s'occupait des choses ennuyeuses, les factures, les investissements, les impôts, pour qu'elle puisse se concentrer sur la beauté de la vie. Elle n'a jamais demandé à voir les classeurs qu'il gardait enfermés dans son bureau. Elle ne s'est jamais demandé pourquoi certains voyages d'affaires duraient un jour de plus que prévu. Dans son esprit, Alististe était un homme de parole, car il ne lui avait jamais donné de raison de penser le contraire. J'ai suivi son exemple. J'étais tellement occupé à essayer d'être l'avance parfaite que je n'ai jamais cherché les ombres. J'ai passé mes années de lycée à maintenir une moyenne de 4.0 et mes années d'université à travailler 50 heures par semaine pendant mes stages. Tout cela pour prouver que j'étais digne du fond qu'il gardait. Je pensais que j'étais une partenaire. Je pensais que nous construisions quelque chose ensemble. Je ressentais même un sentiment de fierté quand il disait à nos voisins, « Harper a ma tête pour les chiffres. Elle va être la meilleure auditrice que cet État ait jamais connue. » L'ironie est presque insupportable maintenant. Il entraînait littéralement la personne qui finirait par démanteler toute sa vie. Il m'a donné les outils, la logique et l'obsession du détail que j'utiliserai plus tard pour retracer chacun de ses mensonges. Il pensait m'apprendre à gérer la richesse, mais il m'apprenait en fait à attraper un voleur. Et le plus grand voleur de ma vie était assis juste en face de moi, souriant en ajustant ses boutons de manchette et en me disant à quel point il appréciait notre partenariat. L'air dans le bureau des inscriptions a toujours semblé raréfié, comme s'ils avaient aspiré tout l'oxygène pour empêcher les archives de vieillir. Je me tenais là, mon sac à dos lourd de manuels que j'avais acheté avec mes économies d'été, prêt à remettre les derniers 18 450 $ pour régler mon compte en vue de la remise des diplômes. La femme derrière le bureau, Madame Gable, n'a même pas levé les yeux quand elle a passé ma carte. Elle a juste attendu le carillon. Mais le carillon n'est pas venu. Au lieu de cela, il y a eu un bourdonnement numérique strident. Une boîte rouge a clignoté sur son moniteur. Transaction refusée. Fonds insuffisant. Essayez encore, ai-je dit, ma voix stable, mais mon cœur commençant à battre contre mes côtes. Il y a un fonds en fiducie. C'est un compte Vance. Il devrait y avoir un solde à 6 chiffres. Elle a réessayé. Même bourdonnement, même boîte rouge. Elle m'a regardé alors, ses yeux s'adoucissant de cette pitié particulière réservée aux étudiants qui ne réalisaient pas qu'ils étaient fauchés. Je suis désolé, Harper. La banque signale un solde de 12,42 $. 12 $. Je suis sorti du bâtiment dans l'après-midi humide de Charlotte, le soleil se reflétant sur les immeubles de verre comme une provocation. J'ai appelé Alististe immédiatement. Je m'attendais à de la panique. Je m'attendais à ce qu'il appelle le directeur de la banque et exige des têtes sur un plateau. Au lieu de cela, quand il a décroché, sa voix était comme de la soie. « Harper, ma chérie, tu m'attrapes en réunion, » a-t-il dit, et je pouvais entendre le cliquetis des couverts en arrière-plan. Il n'était pas en réunion. Il était au déjeuner. Les frais de scolarité ? Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Il doit y avoir un problème avec le virement trimestriel. Ou peut-être que la baisse du marché le mois dernier a déclenché un blocage temporaire des actifs liquides. J'appellerai le conseiller lundi. Dis-leur simplement que c'est en cours de traitement. Lundi est la date limite, papa, ai-je dit. Ils ne me laisseront pas participer à la cérémonie si le registre n'est pas soldé. Alors ne participe pas, a-t-il dit, et la soie dans sa voix s'est aiguisée en quelque chose de froid. Un morceau de papier ne définit pas un Vance. Nous sommes définis par la façon dont nous nous comportons sous pression. Maintenant, je dois y aller. Fais confiance au processus, Harper. Il a raccroché. Et dans ce silence, j'ai réalisé que pour la première fois en 22 ans, je ne lui faisais pas confiance. Je ne suis pas retourné à mon appartement. J'ai conduit directement à la maison familiale. Je savais que ma mère était à son club de jardinage et qu'Alististe ne rentrerait pas avant tard. J'ai utilisé ma clé, je suis passé devant les photos encadrées de notre vie parfaite et je suis allé directement au bureau lambrissé d'acajou. La pièce sentait les mensonges d'Alistair. Le cuir, le scotch cher, l'arrogance. Je me suis assise dans le fauteuil où il m'avait formé. J'ai ouvert son ordinateur portable. Il n'avait jamais changé le mot de passe. C'était Transparence 2020. Une autre ironie qui m'a semblé être une gifle. Je n'étais plus une fille cherchant à être rassurée. J'étais une auditrice junior à la recherche d'une anomalie.
Je me suis connecté au portail du fonds d'éducation Vence. Je m'attendais à voir une erreur, une décimale mal placée, un virement retardé. Au lieu de cela, j'ai vu un vide. L'historique du compte montrait une série de retraits massifs au cours des 3 dernières années. 50 000 $ par-ci. 75 000 $ par-là. Le plus récent datait de la semaine dernière. 20 000 $ déplacés la veille de l'échéance de mes frais de scolarité, mais ils n'étaient pas allés à l'université. Ils étaient allés sur un compte intitulé Evergreen Property Management. Mon père m'avait dit que les chiffres étaient les seules choses qui ne pouvaient pas vous trahir. Il avait raison. Les chiffres ne me mentaient pas. Il me disait que mon père avait systématiquement vidé mon avenir pendant des années. Chaque réunion de partenariat du dimanche soir avait été une performance pour m'empêcher de regarder les machinistes. Un détachement froid et clinique s'est installé en moi. J'ai sorti une clé USB et j'ai commencé à télécharger les relevés. Je n'ai pas pleuré. Je ne l'ai pas rappelé pour discuter. J'ai juste regardé la barre de progression avancer sur l'écran. J'allais suivre l'argent. Et pour la première fois de ma vie, je me fichais de savoir où la piste se terminait. J'ai pris le classeur d'audit bleu sur l'étagère, celui qu'il m'avait appris à utiliser pour des audits simulés quand j'étais adolescente, et j'en ai commencé un vrai. Evergreen Property Management était sur le point de devenir l'erreur la plus chère qu'Alistair Vance ait jamais commise. La lumière bleue du moniteur était la seule chose qui éclairait le bureau. J'étais assise là, le bourdonnement du disque dur externe sonnant comme un râle d'agonie pour la version de mon père que j'avais aimée pendant 22 ans. Alistair Vance avait toujours dit que si vous voulez cacher un mensonge, vous l'enterrez à la vue de tous, généralement sous une pile de paperasse ennuyeuse. Il pensait que je serais trop distraite par les fêtes de fin d'études et les offres d'emploi pour regarder les choses ennuyeuses. Il avait tort. J'ai commencé par le site web du secrétaire d'État. En Caroline du Nord, les enregistrements d'entreprises sont publics si vous savez comment naviguer sur le portail. J'ai tapé Evergreen Property Management LLC. Mes mains étaient froides, mais mon esprit fonctionnait avec une précision clinique que je ne me connaissais pas. Le résultat de la recherche est apparu en moins de 3 secondes. La LLC avait été créée il y a exactement 15 ans, la même année où mon grand-père était décédé et où le fonds d'éducation Vance avait été établi. L'agent enregistré n'était pas Alistair Vance. C'était une femme nommée Catherine Miller. J'ai senti une aiguille de glace acérée, une intuition, me piquer la nuque. J'ai ouvert un deuxième onglet et j'ai consulté les registres de l'impôt foncier de Portland, une ville tranquille à environ 2 heures de Charlotte. J'ai cherché toute propriété gérée par Evergreen. Une adresse est apparue, 4428 Willow Lane. C'était une modeste maison de style colonial à 4 chambres, le genre de maison qu'Alistair construisait tous les jours pour les familles de la classe moyenne. Mais quand j'ai consulté l'acte de propriété, j'ai vu que le propriétaire était la LLC. Et l'hypothèque était gérée par un compte joint dans une banque régionale que je reconnaissais. Je suis retourné au relevé bancaire téléchargé depuis l'ordinateur du bureau de mon père. J'ai commencé une recherche croisée, une technique que j'avais pratiquée une centaine de fois dans mes laboratoires de comptabilité. J'ai cherché le nombre 4 000 $. Le voilà. Chaque premier jour ouvrable du mois pendant 15 ans, 4 000 $ étaient virés de mon fonds d'éducation au compte d'Evergreen Property Management. J'ai fait le calcul sur un bloc-notes jaune que j'ai trouvé sur le bureau d'Alistair. Sur 15 ans, cela faisait 720 000 $. Tout mon avenir, tout l'héritage de mon grand-père avait été siphonné par mensualité. Mais il n'y avait pas que l'hypothèque. En creusant plus profondément dans les dossiers PDF intitulés « Dépenses du site », j'ai trouvé des scans de factures de services publics, de reçus de livraison d'épicerie et même des factures de frais de scolarité pour une école privée, Lincoln Elementary à Portland. Tout était payé par la LLC. Tout cet argent provenait de mon fonds. J'ai trouvé un dossier enfoui à 3 niveaux de profondeur dans le système, intitulé « Dossier de maintenance 2010 à 2024 ». À l'intérieur, il y avait des photos. Je m'attendais à voir des réparations de plomberie ou des inspections de toiture. Au lieu de cela, j'ai vu un album numérique d'une vie que je ne reconnaissais pas. Il y avait une photo d'une petite fille soufflant 5 bougies sur un gâteau d'anniversaire. Une fille qui avait les yeux de mon père. Il y avait une photo d'un garçon, peut-être âgé de 10 ans, debout à côté d'Alistair devant cette maison sur Willow Lane. Ils tenaient tous les deux des cannes à pêche, et mon père riait, vraiment riait,
d'une manière qu'il ne faisait jamais à la maison. Dans le coin d'une photo, une femme se tenait, Catherine Miller. Elle ressemblait à ma mère, Lydia, mais en plus jeune, avec un sourire qui suggérait qu'elle n'avait pas à maintenir les apparences. La prise de conscience m'a frappé avec la force d'un coup physique. Alice Tisté ne faisait pas que détourner de l'argent. Il finançait une existence parallèle. Mon fonds d'éducation était le fondement de la survie d'une seconde famille. Pendant que je faisais des heures supplémentaires au cabinet pour économiser pour des manuels, mon père utilisait l'argent de mon grand-père pour acheter à un garçon son premier vélo et payer les cours de danse d'une fille. J'ai regardé le classeur d'audit bleu sur le bureau. Alice Tisté l'avait utilisé pour m'apprendre à trouver des anomalies. Eh bien, j'en avais trouvé une. Une anomalie d'une valeur de près d'1 million de dollars et d'une vie de trahison. J'ai ressenti une envie soudaine et irrésistible de crier, de briser la carafe de scotch coûteuse sur l'étagère, de réveiller ma mère et de lui montrer les décombres. Mais je me suis souvenu de la première règle de l'audit. Maintenir un scepticisme professionnel. Les explosions émotionnelles ne font pas gagner les procès. La documentation, si. J'ai commencé à imprimer. L'imprimante a commencé son envrambissement rythmé, crachant des pages de virements bancaires, d'enregistrements de LLC, et le pistolet fumant, une demande de prêt hypothécaire pour la propriété de Willow Lane où Alistair Vance s'était inscrit comme garant principal. Et Catherine Miller comme conjointe. Il ne m'avait pas seulement menti. Il avait commis plusieurs chefs d'accusation de fraude pour maintenir cette double vie. J'ai passé les 4 heures suivantes à constituer le dossier le plus important de ma vie. J'ai organisé les virements par année. J'ai surligné les signatures où Alice Tisté avait clairement imité celles de ma mère pour autoriser les transferts. J'ai tracé la chronologie de l'arrivée de l'argent de mon grand-père dans le fonds et de la rapidité avec laquelle il partait pour la famille secrète à Portland. À 4 heures du matin, j'avais un classeur de 3 pouces rempli des secrets d'Alice Tisté Vance. Je me suis rassise dans le fauteuil, mes yeux brûlants à cause de l'éblouissement de l'écran, et j'ai regardé le portrait de famille sur le mur. Nous 3, Alice Tisté, Lydia et moi, souriant devant la maison de Charlotte. Cela ressemblait à un mensonge. C'était un mensonge. J'ai retiré la clé USB de l'ordinateur portable et l'ai glissée dans ma poche. J'avais la piste d'audit. Maintenant, je devais voir la propriété de mes propres yeux. Je devais voir la femme et les enfants qui vivaient sur les morceaux volés de ma vie. Je suis sorti du bureau en fermant doucement la porte. Je n'ai pas regardé en arrière. J'avais 180 miles à parcourir, et pour la première fois de ma vie, je savais exactement où j'allais. Le trajet de Charlotte à Portland a duré exactement 3 heures et 12 minutes. Je le sais parce que je fixais l'horloge numérique de mon tableau de bord chaque fois que l'autoroute ralentissait. Le classeur d'audit bleu était posé sur le siège passager, une collection de 3 pouces d'épaisseur de virements bancaires et de documents de LLC qui semblaient plus lourdes qu'un poids de plomb. Mon esprit revenait sans cesse à la voix d'Alice Tisté dans le bureau. Les chiffres sont les seules choses qui ne vous trahissent pas. Je me demandais s'il réalisait que ces mêmes chiffres agissaient maintenant comme un GPS, me guidant droit au cœur de son plus grand mensonge. Portland est une ville tranquille, le genre d'endroit où les gens déménagent pour disparaître dans une routine de banlieue paisible. En tournant sur Willow Lane, l'air semblait différent, plus frais, plus honnête. J'ai ralenti ma voiture en approchant du numéro 4428. C'était une maison de style colonial vert sauge avec des volets blancs et une pelouse bien entretenue qui ressemblait étrangement au travail d'un homme qui possédait un empire de la construction. Il y avait des parterres de fleurs remplies de soucis jaunes, les préférés de ma mère Lydia, bien qu'elle ne sût pas qu'elle partageait ses goûts avec un fantôme. Je me suis garé 3 maisons plus loin, caché derrière un grand chêne. J'ai coupé le moteur et j'ai attendu. Mes mains serraient si fort le volant que mes jointures étaient blanches. Pendant 2 heures, je suis resté assise dans ce silence, regardant le quartier s'animer. Un camion de la poste est passé. Un voisin promenait un Golden Retriever. Un groupe d'enfants à vélo est passé à toute vitesse en riant. Et puis, à exactement 17h15, le VUS noir a tourné dans la rue. C'était la voiture d'Alistair, pas son camion de travail, mais le VUS de luxe qu'il disait à ma mère n'utiliser que pour des réunions de clients de haut niveau à Raleigh. J'ai ressenti une vague de nausée alors qu'il se garait dans l'allée de la maison vert sauge. Il n'avait pas l'air d'un homme qui venait de passer une journée sur un chantier. Il avait l'air d'un homme qui rentrait à la maison. La porte d'entrée de la maison s'est ouverte avant même qu'il ne coupe le moteur.
Une femme est sortie sur le porche. Elle semblait avoir la quarantaine, portait une simple robe d'été et tenait un pichet de limonade. C'était Catherine Miller. Ce n'était pas une maîtresse dans un film bon marché. C'était une épouse dans tous les sens du terme. Derrière elle, 2 enfants sont sortis de la maison en courant. Un garçon d'environ 10 ans, portant un maillot de la petite ligue locale, et une fille de pas plus de 6 ans avec des couettes blondes qui rebondissaient pendant qu'elle courait. « Papa » a crié la petite fille, sa voix portant clairement à travers la rue calme. J'ai regardé à travers mon pare-brise Alistair Vance, l'homme qui prêchait la discipline et l'héritage, prendre la petite fille dans ses bras et la faire tourner. Il a ri, un son profond et authentique que je n'avais pas entendu depuis des années. Il a ébouriffé les cheveux du garçon puis est monté sur les marches du porche vers Catherine. Il l'a embrassée sur la joue, et ils sont restés là un moment à parler de leur journée avant de tous rentrer à l'intérieur et de fermer la porte. À cet instant, les chiffres de mon classeur bleu ont finalement pris des visages humains. Ce virement mensuel de 4 000 $ n'était pas seulement un chiffre sur un grand livre. C'était l'hypothèque de cette maison vers Sauges. C'était les frais de la petite ligue pour le garçon. C'était les couettes de la fille. C'était la limonade dans le pichet. Alistair n'avait pas seulement perdu mon fonds universitaire dans un mauvais investissement. Il l'avait délibérément volé dollar par dollar pour s'acheter une toute autre vie. Mon avenir était le carburant de leur présent. Je suis resté assise dans ma voiture, fixant cette porte d'entrée fermée, et j'ai senti une clarté froide et vive remplacer le choc. Toutes les vacances que ma mère et moi n'avions pas prises parce que les affaires étaient serrées. Chaque fois que j'avais sauté un repas à l'université pour économiser pour un manuel, chaque nuit où j'avais travaillé jusqu'à 2 heures du matin à mon stage. Tout cela était un sacrifice qu'Alistair m'avait forcé à faire pour qu'il puisse jouer à la maison à 3 villes de là. Il m'avait élevé pour être une partenaire dans son entreprise, pour respecter le non-vence. Mais en regardant cette maison, j'ai réalisé que le non-vence était une société écran. J'étais l'investisseur silencieux qui était en train d'être liquidé sans son consentement. J'ai tendu la main et j'ai touché le classeur d'audit. J'ai pensé à ma mère, Lydia, de retour à Charlotte, préparant probablement un dîner tranquille et attendant un homme qui était actuellement assis à une autre table en train de manger un repas payé par l'héritage volé de sa propre fille. Ma mère était la principale victime de la fraude, mais c'est moi qui détenais les preuves. Je ne suis pas sorti de la voiture. Je ne me suis pas précipité sur le porche en hurlant. Une version plus jeune et plus émotive de moi aurait pu le faire, mais Alistair m'avait mieux formé. Il m'avait appris qu'une confrontation n'est efficace que si vous avez le levier pour mettre fin au jeu. J'ai pris mon téléphone et j'ai pris une seule photo de son VUS garé dans cette allée. Puis j'ai pris une photo du numéro de la maison. J'ai passé la vitesse et je suis parti lentement. En regardant dans le rétroviseur, j'ai vu les lumières du salon de la maison vers Sauges s'allumer. Il s'installait pour la nuit. Il se croyait en sécurité. Il pensait que le secret était enterré sous des années de comptabilité astucieuse et de documents de LLC, mais ils avaient oublié que la personne qu'Alistair avait appris à lire la piste était la même personne qui l'avait volée. Je suis retourné vers Charlotte, mais je n'étais plus la même fille qui était partie ce matin-là. J'étais une auditrice, et j'allais m'assurer que lorsque le solde final serait établi, Alistair Vance rembourserait chaque centime qu'il devait, plus les intérêts. Le trajet de retour vers Charlotte fut un flou d'asphalte gris et de feux arrière rouges. Je ne me suis pas arrêté pour un café. Je n'ai pas écouté la radio. J'ai juste laissé le silence de l'habitacle porter le poids de ce que j'avais vu. À Portland, j'avais été témoin d'un homme jouant un rôle qu'il avait perfectionné pendant 15 ans, un père aimant, un soutien de famille, un mari. Mais dans mon monde, cet homme était un fantôme, une coquille vide qui avait utilisé ma vie pour construire le sanctuaire de quelqu'un d'autre. Je suis arrivé à mon complexe d'appartements alors que le soleil commençait à se lever sur la ligne d'horizon de Charlotte. Je ne suis pas allé me coucher. Je suis allé directement à ma table de cuisine, j'ai débarrassé le courrier non payé et les manuels de comptabilité à moitié terminés, et j'ai étalé le classeur bleu. J'avais besoin d'un deuxième avis. Des yeux qui n'avaient pas le parti pris d'une fille. À 8 heures du matin, j'ai appelé Sarah Beckett. Sarah était une auditrice senior au cabinet où j'avais fait mon stage, une femme qui traitait les dossiers financiers comme un enquêteur de scène de crime traite une éclaboussure de sang. C'est elle qui m'a appris qu'un audit ne concerne pas seulement les mathématiques. Il s'agit de l'histoire que les mathématiques essaient de cacher. Harper, il est tôt, dit-elle en décrochant, sa voix épaisse de sommeil.
J'ai trouvé l'anomalie, Sarah, dis-je. Ma voix était si plate qu'elle m'a surprise. Ce n'est pas une erreur. C'est une seconde famille et c'est une fraude d'1 million de dollars. 2 heures plus tard, nous étions dans le bureau à domicile de Sarah, entourés de piles de papier et de l'odeur d'espresso rassis. Sarah était assise en face de moi, ses lunettes de lecture perchées sur son nez, scannant la demande de prêt hypothécaire que j'avais apportée de Portland. Il s'est inscrit comme garant principal, murmura Sarah, plus pour elle-même que pour moi. Et Catherine Miller comme conjointe. Harper, c'est de la fraude bancaire. Il a signé ça sous peine de parjure. Regarde les autorisations pour les transferts du fonds, dis-je en faisant glisser un dossier vers elle. La banque exige 2 signatures pour tout retrait de plus de 10 000 $ du fonds d'éducation Vance. Celle de mon père et celle de ma mère. Sarah a sorti une loupe. Nous avons comparé la signature sur l'autorisation bancaire à une carte d'anniversaire que ma mère m'avait envoyée l'année dernière. Sur les cartes, ma mère Lydia faisait toujours une boucle sur le L avec une légère hésitation, un minuscule OK dans l'encre. Mais sur les documents bancaires, la signature était parfaite. Trop parfaite. Il imite sa signature depuis 15 ans. L'air dans la pièce sembla soudain lourd. Chaque fois qu'il avait besoin de payer cette hypothèque ou de couvrir une facture d'école privée à Portland, il s'asseyait dans son bureau et écrivait le nom de ma mère. Il ne me volait pas seulement, Sarah. Il faisait d'elle une complice involontaire de son propre vol. Sarah se pencha en arrière, le visage sombre. Légalement, Harper, tu as assez ici pour demander une comptabilité complète du fonds et une requête en restitution. Nous pourrions aller voir le procureur. C'est de la fraude par virement, du détournement de fonds et du faux en écriture. Il pourrait écoper de plusieurs années. Non, dis-je, pas encore. Alistair Vance est un homme de réputation. Si je le poursuis en justice maintenant, il engagera les meilleurs avocats de l'État. Il enterrera l'affaire sous des requêtes pendant 3 ans, videra ce qui reste des actifs pour se défendre, et le temps que nous gagnons, il n'y aura plus rien pour ma mère. Il fera passer ça pour un malentendu familial aux yeux du public. Alors, quel est le plan, demanda Sarah. Le plan, c'est le dîner de la réussite familiale, dis-je. Chaque année, la Ligue des affaires de Charlotte organise un dîner pour honorer les familles d'héritage. Cette année, Alistair était l'orateur principal. Il avait invité toute la famille, les sœurs de ma mère, les voisins, la presse locale. Il prévoyait de monter sur cette scène et de parler de la construction d'un avenir pour la prochaine génération. Je ne vais pas le poursuivre en justice, continuai-je, mes doigts traçant les bords du classeur bleu. Sarah me regarda un long moment, puis elle hocha la tête. Tu n'agis pas comme une fille, Harper. Tu agis comme une auditrice en chef. C'est lui qui m'a appris à lire les petits caractères, dis-je. Il est juste que je lui montre ce que j'ai appris. Nous avons passé les 4 jours suivants dans cette salle de crise. Nous avons tracé chaque virement. Nous avons créé des graphiques montrant la corrélation directe entre mes paiements de scolarité manqués et les paiements hypothécaires pour la maison de Willowland. Nous avons documenté les signatures contrefaites et la LLC secrète. Nous avons préparé un dossier pour chaque personne qui serait assise à cette table d'honneur. Le vendredi soir, le classeur n'était plus seulement une collection de papiers. C'était une arme. Et alors que j'enfilais ma robe pour le dîner de la réussite, je me suis regardé dans le miroir. Je n'ai pas vu une victime. Je n'ai pas vu une fille qui avait perdu son fonds universitaire. J'ai vu l'auditrice qui était sur le point d'établir le solde final. Alistair Vance avait bâti sa vie sur une fondation de mensonges. Ce soir, j'allais retirer la première brique. La grande salle de bal du Ritz-Carlton de Charlotte était une cathédrale de la haute société. Des lustres en cristal pendaient du plafond comme des larmes gelées, jetant une lumière scintillante et indifférente sur l'élite de la ville. Mon père, Alistair Vance, était dans son élément. Il portait un smoking qui coûtait plus que le loyer mensuel de la plupart des gens, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, une coupe de champagne millésimée perpétuellement à la main. Il était l'orateur principal du dîner de la réussite familiale, un événement conçu pour célébrer les piliers de la communauté. Ma mère, Lydia, était assise à côté de lui dans une robe bleu nuit, son visage rayonnant d'une fierté qui ne vient que de décennies de dévotion aveugle. J'étais assise en face d'eux, ma propre robe me semblant être une armure. Sous ma chaise, à l'abri des regards indiscrets des photographes, se trouvait le classeur d'audit bleu.
Ce n'était plus seulement une collection de papiers. C'était un verdict. Alors que le plat principal était débarrassé, le président de la Ligue s'est levé et a présenté Alice Tistet comme un homme d'une intégrité irréprochable, un bâtisseur de rêves et un père qui définit le mot héritage. Les applaudissements furent assourdissants. Alice Tistet se leva, ajusta ses boutons de manchette et se dirigea vers le podium avec l'assurance facile d'un homme qui croyait à ses propres mensonges. Il a commencé son discours. C'était un chef-d'œuvre de rhétorique. Il a parlé de la confiance sacrée entre un constructeur et son client, et de la confiance encore plus sacrée entre un père et son enfant. Il m'a regardé directement, ses yeux s'adoucissant d'une chaleur scénarisée. J'ai passé 20 ans à m'assurer que ma fille Harper ait tous les avantages, a-t-il dit dans le microphone. Parce qu'un Vance ne construit pas seulement des maisons, nous construisons des avenirs. Le fonds d'éducation Vance n'est pas seulement un compte, c'est une promesse. Une promesse de transparence et d'honneur. La salle a éclaté en un chœur d'admiration et de légers applaudissements. Ma mère a attrapé son mouchoir. Mon estomac s'est noué. C'était le moment. Je n'ai pas attendu qu'il finisse. Je n'ai pas attendu la séance de questions-réponses. Je me suis levé. Le mouvement était lent, délibéré. J'ai baissé la main, attrapé le classeur bleu et me suis dirigé vers la table d'honneur. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai gardé ma voix à un ton égal et professionnel. La voix de l'auditrice. Papa, ai-je dit, et le microphone sur le podium l'a capté, diffusant ma voix dans les haut-parleurs. Tu as raison. La transparence est tout. Alice Tistet fit une pause, un sourire confus vacillant sur son visage. Harper, ma chérie. Nous sommes au milieu d'un audit, ai-je interrompu. Je me suis approché de la table où siégeaient les directeurs de la Ligue. J'ai ouvert le classeur et j'ai commencé à faire glisser des dossiers identiques sur la nappe de lin blanc. Un pour le président, un pour le trésorier, un pour le journaliste local assis à la table 4. Et le dernier, je l'ai placé directement devant ma mère. Qu'est-ce que c'est, murmura Lydia, ses mains tremblant en touchant la couverture. C'est le fonds d'éducation Vance, maman, dis-je, mes yeux rivés sur Alice Tistet. Ou plutôt, c'est ce qu'il en reste. À la page 3, vous trouverez les documents hypothécaires pour une propriété sur Willow Lane à Portland. À la page 5, vous trouverez l'enregistrement de la LLC pour Evergreen Property Management, une société que papa a créée en utilisant l'argent de grand-père. La pièce sombra dans un silence de vide. Le seul son était le bruissement du papier alors que les directeurs commençaient à feuilleter les dossiers. Alice Tistet a essayé de me saisir le bras, mais j'ai reculé. Continue de lire, papa, dis-je, ma voix froide comme la glace. Va à la section du milieu. Il y a des photos, en haute définition. Il y a un garçon d'environ 10 ans et une fille d'environ 6 ans. Ils ont tes yeux, n'est-ce pas? Et cette femme à côté d'eux, Catherine Miller. Les relevés bancaires dans ce dossier montrent que pendant 15 ans, mes frais de scolarité, mon avenir et l'épargne retraite de maman ont financé leur vie. Chaque virement mensuel est cartographié. 4 000 $ chaque mois, signé par toi et contrefait par toi au nom de maman. Ma mère a ouvert le dossier à la page avec les photos. J'ai vu le moment où son cœur s'est brisé. Ce ne fut pas un son fort. C'était la façon dont son souffle a simplement quitté son corps, sa main allant à sa gorge alors qu'elle fixait l'homme qu'elle pensait connaître. Elle a regardé la photo de la petite fille aux couettes blondes, puis Alice Tistet. Alice Tistet, murmura-t-elle, le nom sonnant comme une supplication. Il ne la regarda pas. Il fixait le dossier dans les mains du président de la Ligue. Il a vu les reçus de virement. Il a vu les signatures contrefaites. Il a vu l'héritage Vance se dissoudre en une pile de relevés bancaires frauduleux. Le président de la Ligue des affaires se leva, le visage pâle. Alice Tistet, est-ce vrai? Alice Tistet ouvrit la bouche pour parler, pour inventer un dernier mensonge, mais les chiffres étaient là, devant tout le monde. Il n'y avait pas de baisse de marché à blâmer, pas d'erreur bancaire. Il n'y avait que la piste d'audit, longue, détaillée et indéniable. J'ai regardé autour de la salle. Les gens qui venaient d'applaudir regardaient maintenant Alice Tistet avec un mélange d'horreur et de dégoût. Les photographes prenaient des photos, non pas d'un pilier de la communauté, mais d'un homme pris dans les décombres d'une double vie. Tu m'as appris que les chiffres ne mentent jamais, papa, dis-je en m'éloignant du podium.
Tu as juste oublié que c'est à moi que tu as appris à compter. L'audit est terminé. Et tu es officiellement en défaut. Je me suis retourné et je suis sorti de la salle de bal. Je n'ai pas regardé en arrière pour le voir tomber. Je n'en avais pas besoin. Je savais que dans une pièce pleine de gens qui attachaient plus de valeur à leur nom qu'à toute autre chose, Alicetiste Vance venait de perdre la seule chose qui lui restait à dépenser. Le silence qui a suivi ma sortie de la salle de bal n'était pas vide. C'était le son d'un héritage qui se brisait. Le temps que j'arrive à mon appartement, l'histoire faisait déjà la une des blogs d'affaires locaux de Charlotte. Alicetiste Vance, l'homme d'intégrité, était maintenant le visage du plus grand scandale familial de la ville. Ma mère, Lydia, ne m'a pas appelé cette nuit-là. Elle est restée à l'hôtel et le lendemain matin, elle a fait quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis 30 ans. Elle a pris une décision sans demander la permission. Elle a déposé une demande d'injonction d'urgence et une demande de divorce pour motif de fraude et de détournement de fonds. Les suites furent cliniques, tout comme l'audit qui avait tout déclenché. Avec les preuves du classeur bleu, le tribunal a agi rapidement. Les partenaires commerciaux d'Alicetiste ont retiré leur contrat dans les 72 heures, ne voulant pas être associés à un homme qui volait sa propre fille pour financer une vie secrète. Le fonds d'éducation Vance a été gelé, et par une ordonnance de restitution, les fonds restants ont été redirigés pour couvrir mes derniers frais de scolarité et les frais de justice de ma mère. La famille secrète de Portland n'a pas non plus survécu à la révélation. Catherine Miller m'a appelé une fois, 3 semaines après le dîner. Elle avait l'air petite, vaincue. Elle a affirmé qu'elle ne savait pas que l'argent était volé. Elle pensait qu'Alicetiste était un consultant itinérant avec son propre héritage. Je n'ai pas discuté avec elle. Je lui ai juste dit que la maison de Willowland faisait maintenant partie d'une réclamation légale de recouvrement. Alicetiste avait essayé de construire un sanctuaire sur une fondation de vol, et comme tout bâtiment avec un noyau pourri, il s'est effondré au moment où le poids de la vérité l'a frappé. Quant à Alicetiste, il a tout perdu. Le patriarche aux cheveux d'argent a été réduit à un homme assis dans un petit appartement de location, faisant face à un audit professionnel qui lui coûterait probablement sa licence d'entrepreneur. Il a essayé de m'envoyer des messages, me traitant d'ingrate, mais je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Le grand livre était enfin équilibré. J'ai obtenu mon diplôme le mois dernier. Il n'y a pas eu de grande fête, pas de toast de mon père. Juste moi, ma mère et Sarah Beckett dans un restaurant tranquille. Je suis maintenant auditrice junior dans un grand cabinet. Alicetiste avait raison sur une chose. Les chiffres ne mentent jamais. Mais il avait tort sur la personne qui les lit. Je n'ai pas perdu un père ce soir-là au dîner. J'ai perdu une illusion. Et à sa place, j'ai trouvé une version de moi-même qui n'a pas besoin d'être partenaire des mensonges de quelqu'un d'autre pour être digne. Si cette histoire vous a rappelé que les limites ne sont pas seulement des murs, mais une forme de respect de soi, alors veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces histoires de justice et de vérité. Et je veux vous laisser avec une dernière pensée. Avez-vous déjà eu à choisir entre protéger un secret de famille et protéger votre propre avenir? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Je serai là à lire et à répondre. Mon nom est Harper Vance et j'ai appris que l'audit le plus important que vous effectuerez jamais est celui de votre propre vie. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.